Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle exoplanète ultra prometteuse et très proche du Soleil. On verra ensuite que le Starship est menacé en tant qu'atterrisseur d'Artemis 3, que les Chinois de Landspace sont quasi prêts à faire voler leur Falcon 9 au méthane, et qu'Avio nous prépare des plans très ambitieux pour les années 2030. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Le spatial a adopté une langue commune, l'anglais. Et si vous n'êtes pas très doué, parler anglais, ça peut devenir très simple avec notre sponsor du jour, Anglify. Anglify est un organisme de formation spécialisé dans l'anglais. Il vous permet de suivre un parcours 100% personnalisé, certifiant et éligible au CPF. La méthode s'adapte complètement à vos objectifs, votre niveau et votre emploi du temps. Lorsque vous démarrez, vous passez un test de niveau et de personnalité. Il vous permet de vous orienter vers 2 propositions de coach. À vous de choisir celui qui vous inspire le plus. Votre coach va construire un programme 100% personnalisé qui va vous faire jongler entre des cours personnels et des cours collectifs. Vous ferez ensuite régulièrement le point sur vos progrès pour voir s'il y a des ajustements à faire. Personnellement, j'ai pris les cours avec Johanna qui s'est investie à fond pour rentrer dans mon monde. On a par exemple discuté autour de photos qui représentaient les grands thèmes de ma vie, une caméra, un ciel étoilé, une cuisine. Elle me laissait ensuite m'exprimer sur ces sujets et me corrigeait ou enrichissait mon vocabulaire. C'était hyper ludique et surtout centré sur mes besoins, les activités que je fais au quotidien. Et ça rend tout de suite l'anglais plus concret. J'ai appris à parler de choses qui me concernent et ça permet de se mettre en confiance pour se présenter par exemple, et parler de son métier ou de ses passions. Si vous avez envie de progresser en anglais avec une méthode motivante et personnalisée, je vous invite donc chaudement à découvrir Anglify, en passant par le lien qui est en description. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller pédagogique gratuitement et sans engagement pour faire le point sur vos objectifs et votre niveau. Si vous ne savez pas quoi faire de votre compte personnel de formation, c'est un excellent moyen de le rendre utile. Allez, sur ce, nous, on retourne aux actualités spatiales. Ces dernières semaines, on a pas mal parlé de la recherche de la vie dans le système solaire. Les drôles de tâches léopards sur Mars, les océans sur Mimas et Ariel, ou les composés organiques dans les geysers d'Encelade. On peut bien entendu également chercher la vie en dehors du système solaire. La tâche est plus ardue. Il est très difficile de détecter une exoplanète située à des années-lumière, et il est encore plus difficile de dire si elle est intéressante pour la vie. De temps en temps, on peut tout de même mettre le doigt sur une candidate particulièrement intéressante. C'est l'une d'entre elles qui va nous intéresser aujourd'hui. À 18 années-lumière du système solaire, on trouve une naine rouge, une petite étoile, du nom de GJ251. Depuis quelques années, on lui cherche des exoplanètes. En 2019, 2 planètes ont été annoncées, avant d'être réfutées l'année suivante. Une première exoplanète a ensuite pu être définitivement découverte. GJ251b est une super Terre qui gravite très près de son étoile. Elle reçoit donc bien trop de rayonnement pour être habitable. Ses températures de surface doivent être très élevées. La semaine dernière, une équipe a publié la découverte d'une seconde exoplanète dans le système, et celle-ci prend un tour bien plus intéressant. GJ251c est elle aussi une super Terre. Elle fait environ 3,8 fois la masse de notre planète. Ce qui la rend intéressante, c'est qu'elle est en plein dans la zone habitable de son étoile. Ce graphique représente les distances dans le système. La planète B gravite très près de l'étoile, à l'intérieur de la zone habitable, représentée en vert. La planète C, la nouvelle découverte, est pour sa part en plein dedans. On a presque l'impression que son orbite est une ligne conçue pour représenter le milieu de la zone habitable. Un candidat parfait. Une orbite aussi parfaite soit-elle, ça reste insuffisant pour déterminer si une planète est réellement habitable. On a autrement assez peu d'informations sur GJ251c. Le problème, c'est que le système n'est pas dans une configuration avantageuse pour observer des transits. On n'a donc pas d'informations sur la taille de la planète, et on ne peut pas espérer obtenir des indices sur sa chimie. En revanche, elle ouvre la voie vers une méthode encore plus intéressante. C'est une candidate idéale pour faire de l'imagerie directe. Pas avec cette génération de télescopes, mais avec la suivante. Des projets comme l'ELT ou le télescope de 30 mètres devraient avoir le pouvoir de résolution nécessaire pour nous montrer quelques pixels de GJ251c. Ces télescopes sont en construction plus ou moins active depuis quelques années déjà,
Et si on a un peu de chance, au moins l'un d'entre eux entrera en service avant la fin de la décennie. Ils pourront alors tourner leur immense miroir vers des exoplanètes prometteuses. Et GJ251c est un candidat parfait. Son étoile est peu lumineuse, la planète est assez massive et assez éloignée d'elle, tout en restant dans la zone habitable. Elle fait le tour de son étoile en 54 jours, et à 18 années-lumière de distance, on est en plus dans le voisinage immédiat du Soleil. Avant même d'avoir des informations supplémentaires, on peut déjà se poser quelques questions. On ne sait toujours pas si les naines rouges peuvent constituer des étoiles appropriées pour la recherche de la vie. Elles sont petites et peu lumineuses, leur zone habitable se trouve donc assez proche d'elles. Cela a de bonnes chances de placer les planètes intéressantes en rotation synchrone, avec un même hémisphère qui fait toujours face à l'étoile. Dans ces conditions, les modèles climatiques promettent d'être très différents de ce qu'on connaît sur Terre. Les naines rouges sont également soumises à de fortes éruptions, qui peuvent être dangereuses pour la vie telle qu'on la connaît. Par ailleurs, les super-terres, malgré leur nom évocateur, n'ont pas grand-chose à voir avec la Terre. Ce sont des planètes beaucoup plus massives, avec une forte gravité de surface, ce qui joue forcément sur les conditions de celle-ci. Mais justement, GJ251c est le candidat idéal pour trancher dans toutes ces questions. Si on a un peu de chance, on pourra l'imager directement dans moins de 10 ans. Et avec sa lumière, viendra également son spectre et quelques indices sur sa composition chimique. On pourra alors découvrir si son environnement est prometteur et idéal pour la recherche de la vie, ou s'il présente au contraire des difficultés majeures, qui pourraient écarter la majorité des super-terres ou des naines rouges dans cette quête. Vous l'avez peut-être vu, dimanche dernier on a sorti une vidéo sur les alternatives au Starship pour le programme Artemis. C'est une vidéo pour le moment réservée aux membres, mais elle deviendra accessible à tous dans une dizaine de jours. À la base, ça devait être une vidéo assez spéculative. On entendait que ça grognait sur les délais potentiels du Starship, notamment du côté de la nouvelle direction de la NASA. Et en même temps, des alternatives commençaient à se dessiner. Au final, je vous en parle car cette vidéo n'est plus spéculative du tout. Shin Duffy, l'administrateur intérimaire de la NASA, a mis les pieds dans le plat. Il veut d'autres solutions en plus de Starship pour mener Artemis 3. Il a ainsi réouvert le contrat de la mission et d'autres entreprises vont pouvoir proposer leurs solutions pour la mission de retour sur la Lune. Alors ça rend toutes les pistes qu'on a évoquées dans la vidéo de dimanche beaucoup plus crédibles. Un Blue Moon Mark 1+, un programme CLPS musclé, voire un Starship miniature, je vous laisserai consulter cette vidéo pour plus de détails. L'objectif de Shin Duffy paraît ici double. En premier lieu, il prend très à cœur le fait de gagner cette nouvelle course à la Lune face à la Chine. Il a probablement raison alors de vouloir quelque chose de plus simple, de plus rapide à développer qu'un Starship lunaire. L'architecture avance vite au vu de ses incroyables ambitions, mais une version lunaire est encore très loin. Sa deuxième motivation est sans doute plus personnelle. Shin Duffy est pour le moment administrateur intérimaire, mais il se murmure qu'il aime beaucoup son nouveau job, et qu'il s'y trouverait bien un siège permanent. Son problème, c'est que comme on en parlait la semaine dernière, le nom de Jared Isaacman commence à revenir sur la table, et avec lui, l'ombre du clan Musk. En taillant dans le Starship, Shin Duffy semble vouloir affaiblir la position de son concurrent. La Maison Blanche, qui prendra la décision finale, n'a pour le moment pas fait de commentaires. Il serait malencontreux de voir un programme aussi important, Starship ou non, reposer sur des ambitions personnelles, mais pour le moment, on en est là. Même avec un contrat ouvert, il va falloir faire très vite. Les concurrents de SpaceX vont également devoir développer un vaisseau complexe en un temps record. Blue Origin semble assez bien positionné. Leur vaisseau Blue Moon Mark 1 doit faire un vol lunaire inaugural dans quelques mois. Même s'il est prévu pour être inhabité, il pourrait être modifié pour accueillir un petit équipage. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo de dimanche. SpaceX pourrait donc se faire écarter d'Artemis 3. L'entreprise américaine affiche toutefois une forme insolente. La semaine dernière, elle a battu son propre record de lancement annuel. En comptant les Starship, elle a effectué 139 décollages orbitaux, ce qui lui permet de dépasser les 138 de 2024. Il reste encore 2 mois dans l'année, donc nul doute que la barre des 150 devrait être allègrement franchie. Cette cadence infernale permet notamment d'agrandir la constellation Starlink qui vient de son côté de passer la barre des 10 000 satellites lancés. Un chiffre qu'on aurait eu beaucoup de mal à croire il y a seulement quelques années. La constellation s'invite partout et SpaceX trouve un rôle parfois surprenant aux 4 coins du globe.
Il y a quelques jours, l'entreprise a dû ainsi couper l'accès à 2500 antennes en Birmanie qui étaient utilisées pour faire fonctionner des centres d'appel spécialisés dans les arnaques. En Chine, la Falcon 9 pourrait se trouver un nouveau rival d'ici la fin de l'année. Ça fait longtemps qu'on vous parle de l'entreprise Landspace. C'est elle qui a été la première au monde à faire un lancement orbital avec une fusée au méthane, la Zhuchué 2. Quelques années plus tard, la Zhuchué 3 est quasiment prête. L'entreprise a partagé des images de la fusée stackée sur son pas de tir et en train de réaliser un tir statique. La Zhuchué 3, c'est un bébé de 66 mètres de haut pour 4,50 m de diamètre. Elle sera capable de propulser jusqu'à 21 tonnes en orbite ou 18 tonnes si son premier étage est récupéré. Elle a donc tout d'une Falcon 9 à un détail près, elle fonctionne au méthane. C'est probablement le lanceur du New Space le plus ambitieux en dehors de SpaceX et Blue Origin, et il nous vient de Chine. Encore un signe que le pays fait des bonds de géant même dans son secteur privé. Alors bien sûr, encore faut-il réussir ce premier vol qui doit avoir lieu le mois prochain. Landspace a déjà l'expérience avec sa Zhuchué 2 et on va suivre de près cette première mission. Je ne sais pas s'il y aura un live, mais personnellement j'adorerais suivre ça en direct. On vous tiendra au courant. En Europe, c'est Avio qui enchaîne les annonces ces dernières semaines. Le constructeur italien de Vega va prendre son indépendance commerciale vis-à-vis d'Arianespace dans les années qui viennent, et se prépare donc à des évolutions majeures. Dans cette logique, l'entreprise vient d'approuver une levée de fonds de 400 millions d'euros. Une somme qui ferait rêver les nouveaux entrants et qui va alimenter des plans qui s'annoncent très ambitieux. Avio est en train de développer 2 moteurs au méthane, le MR10 et le MR60. Le premier va permettre de propulser, dans un premier temps, l'étage final d'une version ultime de Vega, Vega E. Le second servira certainement sur le prochain lanceur de l'entreprise, entièrement liquide et certainement réutilisable, au moins partiellement. Dans un premier temps, Avio veut faire voler 2 démonstrateurs dans les années qui viennent. Le FD1 aura un unique étage, et le FD2 en aura 2. Tous deux exploiteront des moteurs MR10. Sur certaines illustrations, on peut même voir le FD1 équipé de grid fins, ce qui laisse imaginer des essais de réutilisation. L'Europe pourrait ainsi se voir dotée d'un 3e prototype de premier étage réutilisable après Callisto et Themis. Le lanceur qui bénéficiera de tous ces développements n'est pas attendu avant 2032. On ne sait pas sur quel segment il se placera. Le MR60 a une poussée de 60 tonnes, ce qui pourrait, avec une architecture en grappe, déboucher sur un lanceur moyen à lourd. Comme point de comparaison, le Merlin de la Falcon 9 a une poussée de 85 tonnes, et le TQ-12 de la Zhuchué 3, elle aussi au méthane, a une poussée de 67 tonnes. Avio pourrait ainsi développer une fusée capable de placer 10 à 20 tonnes en orbite basse, avec l'option de récupérer le premier étage. Rappelons également que fin septembre, Avio a remporté un contrat de 40 millions d'euros de la part de l'ESA pour commencer à travailler sur un second étage réutilisable. En parallèle, l'Agence spatiale européenne vient d'offrir un autre contrat à une autre entreprise italienne, Ingegneria dei Sistemi, pour la conception d'une barge de récupération d'étages. Ça commence à ressembler à tout un écosystème italien pour proposer une alternative à Ariane 6 d'ici une dizaine d'années. Ce type de développement me laisse penser que le successeur d'Ariane 6 fera l'objet d'une compétition féroce entre entreprises et États européens. Ariane Group voudra la suite logique de l'aventure, Avio se tiendra aux abois, RFA, PLD et sûrement quelques autres auront probablement fait leurs premières armes et voudront proposer une alternative. Reste donc à voir si l'ESA voudra jouer la partie sous l'angle de la compétition ou sur celui de la coopération. C'est l'éternel débat de tous les grands projets européens. Parfois, la solution consiste à unir ses forces, et la semaine dernière, ce sont Airbus, Thales et Leonardo qui nous l'ont démontré. Les 3 géants européens viennent de signer un MOU pour joindre leurs activités spatiales sous une nouvelle entité. Les 3 acteurs se partageront à peu près également les parts, avec Airbus qui aura une légère surreprésentation. Cela devrait déboucher sur un mastodonte du spatial, réunissant 25 000 employés et 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Cela devrait notamment leur permettre de devenir plus compétitifs sur la fabrication de satellites, un secteur qui a souffert en Europe ces dernières années. Il y a encore quelques rounds de négociations à mener et l'entité devrait être prête en 2027. On verra alors si l'idée est bonne. Un tel mastodonte permet d'atteindre une masse critique dans les contrats mais constitue également un risque. C'est un peu tout ou rien pour l'Europe. Il faudra donc impérativement que ce nouvel acteur trouve un certain succès. Et voilà qui boucle notre épisode d'actualité pour cette semaine.
Je vous rappelle que vous pouvez faire progresser votre anglais grâce à Anglify en passant par le lien qui est en description. On les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter aussi la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.